226, la chaîne qui fait la promotion des business et des success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Le Botswana. Petit pays paisible d'Afrique australe de moins de 2 millions d'habitants. Terre d'élevage et de faune sauvage, mais dont le sous-sol aride regorge d'une richesse convoitée, le diamant. Ailleurs sur le continent, on a mutilé et tué pour ce qu'on a appelé les diamants de sang. En Sierra Leone, au Libéria, au Congo, les pierres précieuses n'ont apporté que corruption et conflit. Mais au Botswana, les bruits d'explosion n'évoquent que la prospérité. La mine de Jwaneng est la plus riche du monde. Le pays est le plus gros producteur mondial de diamants. Ceci est une kimberlite qui contient du diamant. Comme toutes les mines de diamants au pays, Jwaneng est la propriété de Debswana, une coentreprise à part égale entre le géant diamantaire De Beers et l'État botswanais. Les diamants contribuent au tiers du produit intérieur brut. Tout ce que je fais ici peut ébranler l'économie du pays. Ça me fait me sentir important. Et en même temps, c'est une énorme responsabilité. Les diamants, pour moi, c'est la vie. Grâce aux diamants, on construit des écoles, des routes, plein de projets de développement. Ils m'ont même donné un emploi. L'exemple du Botswana montre ce qui arrive lorsque des richesses naturelles ne vont pas gonfler les poches de quelques privilégiés et que le reste de la société en profite. Il y a de belles histoires en Afrique dont on ne parle jamais. Des réussites, des beaux endroits à voir, pas juste des crimes, de la famine et de la guerre. Shombi Ellis, une animatrice de radio, fait partie de la classe moyenne grandissante du Botswana. À plus de 7 000 $ canadiens annuellement, le revenu par habitant ici est parmi les plus élevés en Afrique, et pas loin de celui de pays comme la Malaisie ou l'Argentine. Le Botswana est stable depuis 40 ans, ce qui en fait un endroit formidable où vivre. Les gouvernements qui se sont succédés ont tout fait pour tirer le maximum de leurs principales ressources. Plutôt que d'être exportés bruts vers l'Europe, les diamants sont maintenant triés, vendus et même taillés sur place. L'an dernier, on a inauguré dans la capitale ce tout nouveau centre de commercialisation du diamant, l'un des plus sophistiqués au monde. Une autre coentreprise du gouvernement botswanais et de la multinationale De Beers. Ce pays a eu la chance d'avoir de très bons dirigeants qui se souciaient de la population. Toute cette richesse créée par les diamants, elle rejoint jusqu'au dernier Botswanais. C'est une ressource naturelle dont tout le monde profite. Le Botswana est parti de loin. Lorsque le pays est devenu indépendant en 1966, c'était l'un des plus pauvres de la planète. Mais un an après la fin du protectorat britannique, on découvrait les premiers diamants. Le premier président de la Nouvelle République, Seretse Khama, a donné le ton. Gestion prudente de l'État, négociations serrées avec De Beers, première mesure sévère contre la corruption. Un modèle pour ses successeurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corruption au Botswana? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Dans aucun pays, vous ne pouvez dire qu'il n'y a pas de corruption. Festus Morai a été président du pays de 1998 à 2008. Lorsqu'il a reçu le prix Mo Ibrahim, on a notamment souligné ses efforts dans la lutte contre la corruption. La corruption, ce n'est pas comme chasser le lion. Vous le tuez et vous dites « ça y est, il est mort ». Non, c'est toujours là, à rôder autour.
Je n'ai jamais vraiment été témoin de corruption. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le gouvernement a mis en place des structures pour qu'elles soient minimales. Dès leur plus jeune âge, les jeunes Botswanais apprennent que la corruption est un frein au développement. Ils forment même des clubs dans les écoles. Depuis 1994, il existe aussi une agence gouvernementale de lutte contre la corruption et le crime économique. Campagne de prévention, ligne téléphonique pour dénoncer les irrégularités, l'agence mène environ 600 enquêtes par année. Surtout des cas de petits fonctionnaires, comme des agents de l'immigration ou de la faune, qui tentent de monnayer leurs services. Ça peut être quelqu'un qui vous demande 20 poulas pour entrer dans une réserve ou obtenir un permis. C'est surtout de la petite corruption. Mais récemment, nous avons eu des cas impliquant des gens très en vue. Une affaire a particulièrement fait grand bruit. Elle implique d'ailleurs un ancien directeur de Debswana, la Compagnie nationale de diamants. Louis Chindo fait face à 32 chefs d'accusation criminels, tous liés à de la corruption. Nous ne couvrons personne, quel que soit son statut. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est dans ce climat relativement sain que le Botswana a pu éviter le gaspillage de ses ressources et investir les profits du diamant dans le développement du pays. Si un jour les revenus du diamant venaient à se tarir et que les gens nous demandaient « Qu'avez-vous fait avec les diamants ?» On pourrait leur dire « Nous les avons dépensés pour former les Botswanais. Maintenant, ils sont plus éduqués et mieux en mesure de prendre soin d'eux-mêmes. » Le gouvernement botswanais est l'un de ceux qui dépensent le plus par habitant en éducation au monde. Il a construit des écoles dans les coins les plus reculés. La plupart des cours à l'université sont subventionnés. Les étudiants reçoivent même une allocation de 150 à 250 $ canadiens par mois. Everything. Tout est bon marché. Le gouvernement paye pour presque tout. Everything. Êtes-vous un peu trop gâté? Non, je dirais pas qu'on est gâté. Peut-être qu'on mérite d'être traité comme ça. Et ce n'est pas tout. Si vous avez de bonnes notes et que le programme universitaire de votre choix n'existe pas au pays, on vous enverra le suivre n'importe où dans le monde. Tout frais payé. C'est le gouvernement qui a payé pour mes études à Boston, au Collège Emerson. J'ai fait un baccalauréat de 4 ans en communication et en arts visuels. Sans cette aide, jamais je n'aurais pu étudier à l'étranger. L'autre secteur ciblé par le gouvernement, la santé. Des cliniques, des hôpitaux. Le Botswana est le 2e pays du monde pour le taux d'infection au VIH-Sida. 1 adulte sur 4 est atteint. Un fléau qui menace d'annuler les progrès accomplis. J'ai dit aux gens, si on ne s'attaque pas à cette chose, notre nation est menacée d'extinction. Avec ce taux de mortalité qu'on avait. Le gouvernement botswanais a d'ailleurs été l'un des premiers en Afrique à s'engager dans un programme national de distribution gratuite de médicaments antirétroviraux. Malgré les avancées, tout n'est pas parfait. Il y a des disparités, des bidonvilles. Alice Mogwe, une militante des droits de la personne, déplore une vision trop étroite du développement. Nos gouvernements ont eu tendance à voir le développement surtout comme une question d'infrastructure. Des écoles, des cliniques, des routes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, loin de là. Mais maintenant, on devrait évoluer vers une autre sorte de développement, basé davantage sur les droits de la personne. Le Botswana applique la peine de mort et il est critiqué pour le traitement qu'il réserve à sa minorité San, ceux qu'on appelle les Bushmen. Malgré une victoire récente des San devant les tribunaux, le gouvernement veut toujours les évincer de leurs terres ancestrales, pour faciliter l'extraction des diamants, selon les critiques.
Mais pour Chombi Ellis, le bilan reste positif. Comme plusieurs Botswanais que nous avons rencontrés, elle sent qu'elle a une dette envers son pays. Plusieurs d'entre nous qui sommes allés aux États-Unis avons pensé à rester là-bas. Mais vous réalisez qu'il y a quelque chose qui vous ramène au Botswana. Vous avez l'impression qu'il faut contribuer, faire votre part, parce que ce pays a tant fait pour vous.